Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Aujourd'hui, vous avez le plaisir d'écouter Charlotte Desrosiers du podcast Pourquoi pas moi. Elle était notre invitée lors des 2 jours du congrès C'est quoi le bonheur pour vous à Arcachon et a tendu son micro à nos conférenciers. Je vous souhaite une belle écoute. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous. Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous. Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Je suis heureuse d'accueillir Saverio Tomasella sur le podcast Pourquoi pas moi, à l'occasion du congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Saverio est docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur et écrivain. Il est l'un des premiers à avoir démocratisé avec autant de justesse la notion de haute sensibilité en France. Dans cet épisode, on parle notamment de haute sensibilité et de singularité. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Saverio Tomasella. Bonjour Saverio. Bonjour. Si vous pouviez vous définir grâce à un mot, quel serait-il ? C'est sensible qui me vient, mais sinon joyeux. Vous êtes l'un des pionniers en France à valoriser la haute sensibilité comme un trésor et non un fardeau. D'où vous est venu ce déclic ? Je crois que c'est un déclic qui est venu très tôt parce que quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'être en ce qu'on appelait le lycée musical. C'est comme sport-études. On a les classes le matin et la musique l'après-midi. Et comme ça, pendant plus d'une dizaine d'années, puisque c'était du cours préparatoire jusqu'à l'entrée en seconde, j'étais au conservatoire avec d'autres enfants et d'autres adolescents tous les après-midi. Et dans ce contexte-là, tous nos professeurs nous disaient tous les jours, ta sensibilité est belle, développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité. Donc je vivais dans un monde merveilleux où la sensibilité était vraiment la valeur suprême et on nous demandait de la développer, de l'exprimer. Et quand j'étais au collège, par exemple, bon, à l'école primaire moins, mais au collège ou en famille ou dans la rue, je me rendais compte que la sensibilité était mal aimée, mal vue. On me disait que j'étais trop sensible, etc. Donc très vite, je me suis dit, il y a un monde que j'aime bien, c'est le monde de la musique, c'est le monde des artistes, où ma sensibilité non seulement est bien vue, mais je peux l'exprimer. Et ça m'a sensibilisé, si on peut dire, à cette question-là très tôt. Vous avez choisi de faire une conférence sur la sensibilité et le seul chemin vers la félicité. Pourriez-vous nous définir ce que vous appelez par la félicité ? La félicité, c'est un bonheur durable, c'est un bonheur profond qui est peut-être plus proche de la joie que le simple bonheur et qui peut avoir aussi une composante spirituelle, c'est-à-dire que dans la spiritualité, on peut avoir de l'extase, on peut avoir de la béatitude. La félicité, c'est un mot qui est très employé dans le bouddhisme, où on sent que c'est quelque chose qui peut s'installer en nous. Et donc, je le préfère au mot bonheur parce que le bonheur peut être très lié à la consommation. Et on sait que la consommation peut apporter du plaisir, mais pas forcément du bonheur. D'ailleurs, c'est la grande question du congrès aujourd'hui. C'est quoi le bonheur pour vous, Saverio Tomasella ? Pour moi, c'est savourer les petits moments de la vie, les petites choses de la vie, et un oiseau qui chante, un coucher de soleil, le vent qui passe sur le visage, un bon plat, une promenade avec quelqu'un qu'on aime, une bonne discussion. C'est vraiment savourer tout ce qui est bon dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous définir maintenant ce que c'est que la sensibilité ? La sensibilité, c'est la faculté d'être vivant. Et c'est très important de relier la sensibilité à la vie. Et puis, c'est aussi la capacité à être impacté. On est touché par ce que nous vivons à l'intérieur de nous, proche de nous et parfois loin de nous.
Nous sommes touchés. C'est ça la sensibilité. Vous parlez de haute sensibilité plutôt que de hypersensibilité. C'est quoi du coup la nuance pour vous? Alors, d'abord, c'est le terme employé partout dans le monde, par tous les chercheurs et les spécialistes internationaux qui parlent de highly sensitive person, personne hautement sensible, et de high sensitivity, de haute sensibilité. Donc déjà, c'est une façon de s'aligner pour parler le même langage avec les autres chercheuses et chercheurs. Mais le problème avec hyper, c'est que ça veut dire trop. Or, quand on est ultra sensible ou hautement sensible, on nous a souvent reproché d'être trop sensible, ce qui n'est pas le cas. On ne pourra jamais dire à quelqu'un qu'elle est ou qu'il est trop sensible. Et en plus, c'est un terme hyper qui est très utilisé en médecine. On parle d'hyperphagie, d'hyperthyroïdie, d'hypertension, d'hypersensibilité du côlon, d'autres choses. Et donc, on a souhaité, avec d'autres chercheuses et chercheurs francophones, bien se démarquer de ce côté trop excès et de la médecine, puisque ça n'est pas une maladie d'être hautement sensible, et soit de reprendre le terme des chercheurs internationaux haute sensibilité, soit un terme qui est utilisé dans la langue française depuis très longtemps et qui est l'ultra-sensibilité, qui veut dire la même chose. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans la haute sensibilité, on a vraiment, en tant que personne hautement sensible, des choses qui sont différentes dans notre cerveau. Ça a été identifié par des chercheurs. Oui, il y a toutes sortes d'études qui montrent maintenant que certaines zones du cerveau sont en suractivité chez les personnes hautement sensibles et une zone, qui est le thalamus, le centre de tri qui nous permet de faire la sélection des informations, est en sous-activité. C'est pour ça que les personnes hautement sensibles disent « je suis sans filtre ». Sinon, toutes les autres zones importantes du cerveau sont en suractivité parce que comme nous recevons énormément d'informations sensorielles, émotionnelles, intuitives et cognitives, nous avons besoin de les traiter et ces informations, nous les recevons à partir de notre corps, mais aussi dans les relations avec les autres. Sachant qu'il y a différents types j'ai encore mon petit lapsus d'hyper, d'ultrasensibilité. Il y a l'ultrasensibilité olfactive, auditive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que suivant les personnes, il y en a qui vont être plus sensibles aux odeurs, au goût, au toucher, aux textures, au textile, au bruit, aux lumières, etc. Parfois plusieurs de ces sens-là. Et d'autres qui vont être au contraire plus dans les émotions, d'autres plus portés sur les intuitions, des personnes qui sont particulièrement créatives. Chaque personne ultra sensible vit sa haute sensibilité de façon différente. Moi, je sais que ça m'a changé ma vie quand j'ai découvert ce concept, parce que je me suis dit, j'avais l'impression d'être différente toute ma vie. J'ai voulu m'adapter. Il y a des personnes qui me disaient, par exemple, je pense aux odeurs, au bruit. On me disait, mais Charlotte, t'es chiante. Non, je pense que c'est un message tellement fort à faire passer aux personnes de dire, vous êtes vous, ça fait partie de qui vous êtes. Tout à fait. Cette grande sensibilité fait partie de nous. Elle est intrinsèque, donc nous ne pouvons pas la changer. La seule chose que nous pouvons faire, c'est la connaître pour pouvoir mieux l'accepter, mieux la vivre en choisissant dans tout ce que nous faisons, vraiment en choisissant ce qui est bon pour nous, nos amis, notre travail, nos sorties, nos lectures, les musiques, les activités, les personnes avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on a des relations, de vraiment faire des choix. Notre alimentation, qui est très très importante pour les personnes ultra sensibles, de choisir tout ce qui nous fait du bien pour pouvoir bien vivre cette haute sensibilité. Et observer ce qui nous mange de notre énergie aussi. Exactement, observer tout ce qui nous prend de l'énergie, qui nous fatigue trop ou qui ne correspond pas à nos valeurs, parce que on est forcément, comme on est plus sensible, plus impacté aussi par ce qui est violent ou difficile à l'extérieur de nous. Dans votre conférence, vous disiez tout à l'heure que c'était important de pouvoir communiquer nos besoins, notre sensibilité. Le besoin, c'est quelque chose qui est très important pour pourquoi pas moi et pour tout ce que je prône. Et du coup, quel est votre conseil? Comment partager simplement à son entourage? Voilà, j'ai besoin d'une petite bulle. Exactement comme vous venez de le dire. Quand on dit les choses aussi simplement, on n'a pas forcément besoin d'expliquer que c'est de la haute sensibilité ou de l'ultrasensibilité. On dit simplement qu'on est très sensible à telle ou telle chose et que par rapport à cette sensibilité ou qu'on est très impacté par telle ou telle chose et que par rapport à ça, on a besoin de temps, de calme, de petits comités, de pas avoir de films violents, d'avoir sa routine avant de s'endormir, de manger telle ou telle chose. On précise ses besoins. Et plus on les connaît précisément, mieux c'est pour pouvoir en informer les autres. Et c'est en faisant cela qu'on va mieux vivre nos relations avec les autres. Ouais. Après, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux personnes qui affirment ce type de besoin et que typiquement le conjoint
va balayer d'un revers ces besoins? Alors, prendre patience, insister, être persévérante et persévérant, c'est-à-dire que pour que quelqu'un qui n'est pas ultra sensible entende, déjà nous avons mis du temps à le connaître et à le reconnaître et à l'accepter. Donc un conjoint, un membre de la famille et plus encore un collègue ou quelqu'un d'éloigné va avoir du mal à l'entendre. Au début, ça va lui paraître étranger, puis étrange, puis bizarre, puis ah oui, c'est vrai qu'elle, oui, il est comme ça. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour que cette personne entende, ce qui va nous demander à nous de le répéter gentiment, si c'est possible, poliment, doucement, mais en étant précis et concrète. Parce que sinon, si ça reste trop vague ou trop général, la personne ne va pas entendre. Mais si on se rend compte, et surtout vous parliez de conjoint, que notre conjointe ou notre conjoint ne veut rien entendre au bout de quelques années, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour nous. Nous sommes d'accord. Quelles sont les 3 idées phares avec lesquelles vous aimeriez que les personnes repartent après nous avoir écoutés? J'aimerais vous dire à chacune et chacun, ta sensibilité est belle, aime-toi avec ta sensibilité, exprime ta sensibilité même en pleurant en public, exprime toute ta sensibilité même en pleurant en public, et même si tu es un homme, ose exprimer ta sensibilité jusqu'aux larmes si nécessaire. Est-ce que vous avez un conseil pratique à nous partager pour mieux vivre sa sensibilité au quotidien? Beaucoup s'écouter, parce que c'est en s'écoutant qu'on sent quand la saturation arrive. La saturation, c'est vraiment le concept clé de la haute sensibilité. Plus je sens quand la saturation arrive, plus je peux faire la pause dont j'ai besoin, boire, aller me promener, aller aux toilettes, me mettre à l'écart s'il y a beaucoup de monde ou de bruit. Donc vraiment s'écouter. Vous avez également écrit un ouvrage sur oser votre singularité. Qu'est-ce que vous appelez la singularité? Déjà, notre haute sensibilité est une singularité dans un monde qui est peu sensible. Christophe André dit que la société est hyposensible. C'est bien pour dire que on vit parmi des brutes. Enfin, tout le monde ne l'est pas, mais il y en a. Et en tout cas, ce monde très technologique, très virtuel, très performant, c'est un monde qui oublie la sensibilité. Donc déjà, cette sensibilité élevée, c'est une singularité. Et puis au-delà, nous avons notre propre façon de vivre, notre propre regard sur la vie, nos propres goûts, nos propres désirs, nos propres aspirations, nos valeurs. Tout ça combiné, et notre créativité, tout ça combiné fait que chacun de nous, vous comme moi, nous avons notre singularité. Elle est précieuse. Elle a besoin d'être connue et d'être défendue, d'être exprimée et là encore de tenir bon. On n'a pas besoin d'être des clones. Et ce serait d'ailleurs très triste. C'est dans cette diversité, dans cette neurodiversité, dans cette diversité du vivant qu'est le plaisir, le bonheur de la vie. C'est quelque chose pour moi qui me touche beaucoup, la singularité, parce que, comme je vous disais, hors micro, j'ai créé une méthodologie qui s'appelle le bilan de compétences et de besoins, et j'aide les personnes à trouver leur singularité, et toutes les personnes partagent dans une communauté quand elles trouvent leur singularité. Et très souvent, c'est je viens de découvrir que j'étais ultra sensible, et j'arrive maintenant à voir que, comme vous disiez, voilà, c'est pas un fardeau, c'est quelque chose de positif. Et un message que j'ai envie de diffuser, c'est vraiment, on a tous notre singularité, et souvent cette singularité, c'est quelque chose qu'on cachait, parce que on n'était pas dans les cases de la société, mais c'est ce qui fait qu'on est nous, et il faut la laisser. Le monde a besoin de nous. Le monde a vraiment besoin de nous. Ne cachons plus notre sensibilité, notre singularité. Est-ce que vous avez un partage à nous donner, un conseil pour prendre soin de sa santé physique et mentale? Prendre soin de sa santé physique et mentale, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande de savoir ce que je digère bien, ce que je digère moins bien, ce dont j'ai besoin pour ne pas saturer, quelles limites je dois poser pour ne pas en aller jusqu'à l'épuisement. On parlait de burn-out tout à l'heure, hein, hors caméra. C'est très important de savoir poser ses limites, quitte à déplaire. C'est important de dire non, et puis trouver des moyens de se distraire, de se détendre, de se reposer. La nature peut être très importante, ou certaines activités, de vraiment consacrer du temps à tout ce qui nous fait du bien, de boire de l'eau de qualité, parce que maintenant on doit faire attention à l'eau qu'on boit, donc on peut la filtrer ou choisir certaines eaux qui sont bien pour nous, et s'entourer de personnes bienveillantes, accueillantes,
créative, joyeuse, optimiste. Optimisme, c'est important. Pour moi, ça fait partie des piliers des besoins, le haut de optimisme. Tout à fait. Ouais. Vous parlez d'avoir peur de déplaire. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a une grande soif de reconnaissance. Est-ce que, selon vous, quand on est ultra sensible, on a une quête de reconnaissance qui est plus forte que pour la majorité des autres personnes? Oui et non. Il y a des personnes qui vont être dans une quête de reconnaissance plus forte. Tout est exacerbé chez les personnes ultra sensibles. Donc, il y en a certaines personnes qui vont être dans une quête de reconnaissance plus forte et d'autres, au contraire, qui ont cette tendance à se replier, à vouloir être dans l'isolement, la solitude. Attention pour ces personnes-là à ne pas s'isoler trop longtemps, trop fortement. Un peu de solitude, c'est bien, mais on a besoin aussi des autres, même en tout petit comité. Le meilleur ami, la meilleure amie, des choses qui nous permettent d'être avec les autres. Et puis pour celles et ceux qui sont trop branchés sur le besoin de reconnaissance, bon, oui, bien sûr, j'ai besoin d'être reconnu à ma juste valeur, mais peut-être que mes amis proches me suffisent dans cette reconnaissance. J'ai pas besoin de la reconnaissance de tous les réseaux sociaux, de tout le monde. On ne peut jamais faire l'unanimité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être aligné? Alors, c'est une expression avec laquelle j'ai eu du mal au début parce que moi, je vais avoir 60 ans, donc quand j'ai commencé à exercer dans les années 90, on parlait pas du tout comme ça. On disait plutôt être cohérent, être en accord. Puis après, on a parlé de congruence. C'est venu des États-Unis. Pour le thérapeute, c'était très important d'être congruent, c'est-à-dire d'être justement dans cet accord entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et j'ai compris que l'alignement, c'était ça. Pour moi, l'alignement, ça a aussi une qualité d'ordre spirituel, c'est-à-dire que si je m'aligne dans cette congruence, dans cet accord avec moi-même, je vais aussi m'aligner avec le cosmos. Tout à l'heure, il y avait une belle méditation où on s'alignait entre la terre, le ciel et les étoiles. Donc cet alignement va plus loin que l'accord et la congruence, où on va essayer effectivement de s'aligner aussi sur quelque chose de cosmique, qui est éthique, qui nous dépasse, qui est spirituel et qui fait beaucoup de bien. Est-ce que vous avez un conseil pour cultiver cet alignement? L'amour de soi, l'amour de soi, l'amour de soi là maintenant, pas simplement un amour de soi. Oui, c'est déjà bien quand on commence à concevoir qu'on a besoin de s'aimer, que c'est important, mais le vivre, le faire, l'incarner et dans cet amour de soi, on revient à l'écoute de soi et dans cette écoute de soi, de l'élargir au cosmos, de l'élargir à la nature, de l'élargir à ce qui est autour de soi. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Je pense très tôt, puisque j'ai eu la chance dans ce parcours musical, quand j'avais 9 ans, de chanter soliste dans un concert à Nice. Et effectivement, j'ai été choisi comme ça un peu, on va dire par hasard, mais la dame qui m'a choisi, elle avait choisi ma voix. Et quand j'ai su que c'était moi qui étais choisi pour être le soliste de ces concerts-là, eh bien voilà, je me suis dit pourquoi pas moi. Quelle est la phrase que vous aimeriez que les gens se répètent chaque matin? Je m'aime et je vis une belle journée. Avant de se quitter, à qui avez-vous envie de dire merci et pourquoi? Merci à mes enfants avant tout, ma fille et mon fils, qui sont maintenant des adultes et qui m'ont tellement apporté. Ils sont ultra sensibles tous les deux et j'ai découvert avec eux qu'on peut être plus ultra sensible que d'autres, parce que mes enfants sont encore plus sensibles que moi. Merci à mes enfants, merci à mes parents aussi qui m'ont donné la vie, merci à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent et merci à vous qui m'interrogez aujourd'hui et avec qui je dialogue. Merci à toutes les personnes de ce congrès qui sont là et qui contribuent à ce que le monde soit de mieux en mieux, de plus en plus humain. Et merci à toutes les personnes hautement sensibles, ultra sensibles. Un grand merci Saverio Tomasella pour ce témoignage. On peut découvrir tous vos ouvrages et votre travail sur le site saveriotomasella.com. Merci Saverio. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout,
Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.